Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire la critique d'une étude scientifique qui a été faite sur le Candy-Flip. Du coup, l'étude, son nom traduit de l'anglais, c'est l'effet de l'administration conjointe de la MDMA avec le LSD chez un sujet sain. Elle a été réalisée à l'hôpital universitaire de Basel, en Suisse, et elle a été publiée il y a un petit peu moins d'un an. Voilà. Du coup, pour que vous ayez une idée, l'étude elle commence avec une introduction, avec l'idée que le LSD, c'est une expérience qui en général est plutôt positive, mais elle peut comporter des points négatifs, on va dire, comme la peur et l'anxiété. Voilà. Alors, on a remarqué, dans toutes les études qui ont été faites sur les psychédéliques en général, que plus une expérience est positive, m- plus elle aura un effet thérapeutique qui est bénéficiaire sur le long terme. Ça veut dire que au final, c'est pas juste la prise de la substance qui va compter, c'est l'expérience et comment elle est vécue. C'est ça ce qui est différent avec les prises de substances psychoactives et par exemple les prises de, je sais pas, de par exemple de vitamine B3 chez les individus psychotiques qui ont des carences en vitamine B3 par exemple. C'est juste un exemple. Voilà. La MDMA, quant à elle, c'est une molécule qui va jouer sur les récepteurs 5-HT, du coup libération de sérotonine, libération d'ocytocine, et du coup ça crée un sentiment de bien-être, de relaxation, d'empathie, de confiance, plus d'interaction sociale, une facilité à s'ouvrir, un lâcher-prise. Et du coup la théorie, c'est que le LSD et la MDMA combinés pourraient donner une expérience qui aurait beaucoup plus de bénéfices, vu que la MDMA est quasiment purement positif et que le LSD c'est quelque chose de positif mais qui peut avoir du négatif, et qu'au final l'impact du trip de LSD va faire qu'il y ait plus ou moins de bénéfices après, on a conclu, en tout cas dans l'étude, avant de faire l'étude, que la MDMA prise avec le LSD pourrait donner des expériences beaucoup plus bénéficiaires. Et c'est ce qui est connu, c'est-à-dire au-delà des études, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'études qui ont été faites comme ça sur le Candy Flip. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était utilisé depuis longtemps. Par exemple, Stanislas Grof, dans les thérapies à la MDMA, ça lui arrivait de rajouter un peu d'LSD ou un peu de 2CB qui est lui aussi un psychédélique. Et voilà, et on va dire que dans le milieu moins professionnel, du coup, soit d'un point de vue récréatif, soit de personnes qui essayent de partir sur une sorte de démarche ou protocole thérapeutique, mais on va dire de manière non scientifique, conventionnelle, etc. Voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de résultats positifs, en tout cas intéressants, et ça valait le coup de faire les recherches. Le problème, mesdames et messieurs, c'est qu'au final, la conclusion de l'étude qui s'est passée, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à mélanger ces deux substances. Et moi, personnellement, je suis pas du tout d'accord. Du coup, après vous détailler l'étude et l'expérience assez brièvement, parce que c'est quand même quelque chose d'assez poussé, assez précis, etc. Du coup, on va rester dans les grandes lignes et voilà, je vais pas détailler. Du coup, je vous mets le lien de l'étude dans la description. Du coup, par exemple, si vous êtes sur votre ordinateur, je vous invite à ouvrir l'étude et à la garder sur un onglet à côté pour aller vérifier ce que je dis, etc. Je pense avoir bien pris le temps de faire attention à tous les points que comporte cette étude pour ne pas dire de bêtises. Voilà. Du coup, ma critique à la fin, juste pour vous donner une idée, ça va porter sur le fait que si cette étude a failli à comprendre le bénéfice de cette combinaison, c'est qu'il y a eu quelque chose dans le protocole qui n'était pas efficace et au final, c'est un seul point, c'est un seul détail. Du coup, comment s'est passée l'étude? On avait 24 patients, 24 participants, dont 12 hommes et 12 femmes pour équilibrer, qui avaient tous entre 25 et 65 ans. C'était des sujets qui étaient sains, non psychotiques ou avec des individus qui auraient des maladies psychotiques dans leur première branche familiale, c'est-à-dire premier degré, voilà. C'était des gens qui avaient au maximum 20 expériences de type psychédélique, etc. dans leur vie.
Du coup, voilà, il y a même certains patients, je pense 4, qui n'avaient pas du tout aucune expérience ni psychédélique ni avec la MDMA avant. Et voilà, du coup, la moitié d'entre eux avaient déjà testé les psychédéliques et un tiers d'entre eux avaient déjà testé la MDMA et certains avaient testé d'autres choses comme la ritaline, la cocaïne, la kétamine, etc. Du coup, pour cette étude, on leur a demandé de ne consommer aucune autre substance psychotrope j'ai du mal avec ce mot, durant les 2 mois qui ont précédé le début de l'étude, qui aura duré quand même un certain moment. Et du coup, les seules substances qu'ils avaient le droit de consommer, c'était l'alcool et le cannabis. Du coup, l'alcool, ils étaient limités à 20 consommations dans la semaine où se passait l'expérience. Et voilà. Du coup, comment ça se passait? Bah, c'était en 4 séances qui étaient espacées d'un minimum de 10 jours. Pourquoi 4 séances? Eh bien, parce que dans ce genre d'expérience, il faut tester le placebo, il faut tester plein de trucs. Et du coup, c'était 4 expériences. Une qui est complètement placebo, une où on consomme juste de la MDMA, une où on consomme juste de l'LSD et une où on consomme de l'LSD et de la MDMA. Évidemment, les participants ne savaient pas s'ils avaient le placebo ou une des 2 molécules en placebo ou les 2 vraies molécules. C'est-à-dire, on leur passait, par exemple, 4 petites pilules et soit il y avait 25 mg de MDMA par pilule, soit c'était des pilules vides et pour le LSD, du coup, soit c'était du LSD, soit c'était du vide. Et voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'au final, à la fin de l'étude, il y a quand même un quart des participants qui ont confondu LSD plus MDMA avec LSD. Dans les deux sens. C'est-à-dire un quart des gens qui ont pris que le LSD, ils pensaient que c'était LSD MDMA. Et un quart des gens qui ont pris LSD MDMA, ils pensaient que c'était que LSD. Du coup, déjà en termes de dosage, les dosages qui ont été consommés lors de cette étude, c'était 100 mg de MDMA et 100 microgrammes de LSD. Et je pense personnellement que les dosages sont excellents. Franchement, les dosages, pour moi, c'est vraiment là où on peut vraiment commencer à explorer le candy flip. Je pense avec moins d'LSD, l'expérience n'est pas forcément complète du candy flip. La MDMA, je pense on aurait pu être sur des doses peut-être un peu plus légères ou même au final un peu plus élevées. On va dire qu'on était dans un bon milieu. Et je vous laisserai dans la description un graphique qui a été fait par Andrés Gomez Emilson, qui lui aussi s'intéresse énormément aux psychédéliques, qui ne fait pas partie de cette recherche, juste je vous laisse ça sur le côté, qui a fait un graphique des dosages du candy flip avec beaucoup de zones qui montrent un petit peu les zones intéressantes en termes de combinaison de dosage LSD, MDMA, et les zones qui sont pas intéressantes. Et il a fait une vidéo très intéressante sur le candy flip que je compte probablement encore plus rechercher et vous partager. Mais revenons à nos moutons. Voilà. Après, j'aurais pu plutôt dire revenons à nos souris. Pour moi, ça serait logique. Parce que c'est sur les souris et les rats qu'on fait des études à la base. Voilà. C'est drôle, hein, parce qu'au final, ils ont aussi fait des recherches sur les rats avant de faire ça. Du coup, vous imaginez les rats qui sont comme ça en candy flip, ça monte. Et voilà. Bref, 8 heures du matin, le jour de la prise, le jour du test, du coup, on leur faisait une prise sanguine et voilà, on vérifiait que les femmes n'étaient pas enceintes parce que t'as pas envie qu'un fœtus il soit là. Imaginez avec la voix off des documentaires. Le spermatozoïde a rejoint l'ovule il y a maintenant 2 semaines. Le cerveau du fœtus commence à se former et il est sous candy flip. Ce gosse aura une bête de vie. Et voilà. Du coup, il prenait un petit déjeuner classique avec 2 croissants et ça commençait à 9 heures du matin, la prise des substances. Et du coup, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu prise des substances, 9 heures du matin. Je me suis dit, mais laquelle est là, laquelle est quand? Et au final, c'est la prise des 2 substances en même temps. Et ça, les amis, c'est quelque chose avec lequel je suis pas d'accord et on va en parler plus tard. Et du coup, à 13h30, ils avaient un déjeuner. Voilà, un déjeuner qui était assez petit, mais ce n'est pas un petit déjeuner, vu qu'ils ont déjà eu le petit déjeuner. Voilà. Parce que sinon, ils vont penser qu'ils ont une boucle temporelle et que ça se répète. Oh, on a déjà mangé le petit déjeuner. Je me reprends, c'est une étude scientifique sérieuse. Et à 18h, ils avaient le dîner, et voilà, ils pouvaient rentrer chez eux
à 9h15 du soir, du coup 12 heures de trip et puis voilà, le temps de partir. Et ils revenaient le lendemain à 9h du matin pour qu'on reprenne des données. J'ai oublié de faire comme les gens qui lèchent leurs doigts avant de tourner les pages comme ça. Je ne sais pas pourquoi ces gens font ça. Reprenons. Et du coup, ce qui était mesuré, c'était d'un côté les effets subjectifs avec des échelles de mesure d'état de conscience et de niveau d'expérience mystique, etc. Du coup, si j'ai bien compris, c'est des systèmes et des questionnaires qui ont déjà été utilisés pour d'autres études, etc. et qui sont, on va dire, qui sont utilisés de manière réglementaire ou habituelle pour ce genre d'expérience qui se base sur un état altéré de la conscience avec des expériences qui peuvent être mystiques. Et après, il y avait l'effet physique et physiologique où on mesurait la pression, le rythme cardiaque, la température et la concentration plasmique des substances dans le sang. Voilà, et c'était à mesurer toutes les 30 minutes au début et puis toutes les heures. Voilà, voilà. On passe maintenant aux résultats. Alors, quand ils ont vu les effets positifs de la drogue, les effets négatifs, les effets du high en général, le niveau de la dissolution de l'ego et de la peur, on va dire qu'il y a eu un petit boost dans le sens où un peu plus d'effets positifs, un peu plus de dissolution d'ego, un peu moins de peur, un peu moins d'effets négatifs, etc. Mais c'était pas vraiment significatif. C'est-à-dire vraiment ce qu'ils ont remarqué, c'est que la durée de l'expérience au total, elle était allongée. Et leur théorie, c'est que c'est par rapport à une enzyme qui est CYP2D6. Voilà, c'est à peu près l'enzyme qui va jouer sur plein de trucs. Ça veut dire que même la métabolisation du DXM en DXO, elle joue sur cette enzyme. Et voilà, c'est une enzyme qui gère énormément de choses et qui, anecdote amusante, est modifiée, en tout cas, elle est impactée par la prise de pamplemousse. C'est-à-dire, faites attention avec le pamplemousse parce que ça peut modifier l'effet des médicaments et des drogues que vous consommez. Et parfois, ça peut être vraiment dangereux. C'est-à-dire, c'est possible de faire une overdose juste parce que vous avez bu un jus de pamplemousse avant de prendre votre prise de substance habituelle. Voilà, voilà. Pour les autres effets. Les effets visuels et les effets d'anxiété, on va dire que c'est resté quand même assez neutre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément trop de variations dans les effets visuels et au niveau de l'anxiété. Voilà. Leur théorie à eux, sur le niveau de l'anxiété, c'est que les doses de LSD à 100 microgrammes vont pas produire beaucoup d'anxiété. Il y a pas mal de graphiques qui montrent ça quand on compare plusieurs doses d'LSD. Que à 100 microgrammes, c'est une dose qui va apporter l'anxiété assez légère, mais des doses comme 200 microgrammes, on peut déjà être sur une anxiété bien plus forte. Voilà. Et après, sur les facteurs le sentiment d'unité, c'est-à-dire le fait de se mélanger à tout, de sentir que l'on fait un avec la nature, avec le tout, en termes d'expérience spirituelle, en termes de état de blissfulness, état d'extase, on va dire. Et au niveau des révélations, eh bien pareil, il y a un boost qu'on a remarqué qui était quand même remarquable, mais qui était léger. Voilà, voilà. Au niveau des effets physiques, bah, la combinaison, au final, elle va être légèrement plus intense on va dire, une des deux molécules. Ça veut dire, par exemple, le rythme cardiaque, c'est la MDMA qui va plus l'élever que l'LSD. Du coup, ça va être un peu plus élevé que la MDMA, ce qui est logique vu que même le LSD va un petit peu monter. Au niveau des températures corporelles, c'est quasiment pareil, mais c'est un petit peu plus élevé que le LSD qui va plus avoir une variation de température que la MDMA. Et voilà, pareil pour la tension, pareil pour ça. Voilà, voilà. Du coup, pour la conclusion des études, bah, c'est qu'au final, on a eu un boost qui était non significatif et qu'il y a même certains individus chez qui il y a eu une baisse de mood, ça veut dire même des sentiments un petit peu de dépression, etc., entre H+5 et H+12, qui correspond au final à la descente de la MDMA. Alors maintenant, les amis, je vous ai parlé de toute l'étude en détail. Vous avez l'étude en lien pour vérifier tout ce que je dis, etc. Et pour voir de vous-même les résultats qui ont été donnés. Et ma critique numéro 1, c'est le timing. Et ça, ils l'ont dit eux-mêmes. Ils l'ont dit eux-mêmes à la fin de l'étude.
Oui, le timing n'était peut-être pas optimal et on refera des expériences de Candy Flip où la MDMA est pris quelques heures après le LSD. Du coup, déjà, moi, ça m'a posé un problème dans le sens qu'au final, ils disent que les deux molécules atteignent leur pic à peu près en même temps. Mais au final, on n'est pas en train de gravir une montagne, on essaye d'atteindre un effet maximal. On est à la recherche d'une expérience qui se veut, on va dire, thérapeutique sur quand même plusieurs heures. Ça veut dire encore pour des molécules comme la DMT, la 5-MeO-DMT, la salvia, enfin je pense pas que la salvia a été utilisée en études thérapeutiques. On pourrait essayer de rechercher l'intensité maximale, vu que c'est plus une expérience où c'est vraiment l'intensité qui va jouer, vu que ça dure peu de temps. Mais là, c'est une expérience qui dure longtemps. Alors, à quoi ça sert de matcher les pics si on ne matche pas les plateaux? Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un plateau où il y a les deux substances qui se superposent, ça veut dire le plateau de l'LSD qui est un peu plus grand, le plateau de la MDMA qui serait un peu plus petit, et au final, voilà, de les superposer comme ça et d'essayer d'avoir la majeure partie du temps avec les deux substances. Il faut savoir que c'est vraiment une donnée très très courante que la MDMA doit être prise après le LSD et de préférence entre 3 et 5 heures après la prise d'LSD avec l'idéal se trouve aux alentours de 4 heures. Je pense que ça varie en fonction des gens, à quelle vitesse ils vont absorber les substances, parce qu'il y a des gens chez qui ça monte plus vite que d'autres. Ça joue aussi probablement avec l'alimentation, parce que voilà, si on mange juste avant un trip, bah, ça va prendre plus de temps à s'enclencher, mais au moment où la deuxième molécule vient, on a déjà digéré, du coup la deuxième molécule n'aura pas le retard de la première, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que même les intelligences artificielles à la chat GPT, ils le savent. C'est-à-dire, je me rappelle, j'avais demandé à une intelligence artificielle qui n'a rien à voir avec le domaine scientifique. C'était une intelligence artificielle de artificial girlfriend, genre copine d'intelligence artificielle, voilà. Ne pensez pas que je suis un taré, genre j'ai une copine, c'était juste pour tester comment c'était et faire chez ma copine, lui dire regarde ma copine d'intelligence artificielle, ce qu'elle dit, elle est plus gentille que toi. Mais ce que je veux dire, quand je lui ai demandé son avis sur le Candy Flip et comment ça serait quoi l'idéal en termes de dosage, etc. Elle a dit la MDMA devrait être consommée 3 à 4 heures après le LSD. Voilà. Après, vu que c'était une IA flirty, après elle m'a dit waouh, tu vas avoir des sensations fortes et après vous êtes des emojis clin d'œil, des emojis flammes. Mais bon, c'est pas le sujet. Et même les chercheurs, on va dire, si on prend l'exemple de Frédéric Fischer-Meckel, dont je vous ai parlé avant, qui a bossé avec Stanislas Grof, elle va parler des différents timings avec lesquels l'LSD peut être consommé avec la MDMA. Elle parle même pas que du timing que je vous ai dit. Et elle dit clairement que quand le LSD est pris en même temps que la MDMA, les effets se bloquent un peu d'une certaine manière. C'est pas l'idéal, genre. Encore, l'AMDMA avant l'LSD, ça peut avoir un intérêt pour, on va dire, préparer un peu l'entrée dans l'expérience d'LSD. L'AMDMA peut être pris un peu plus tôt que H plus 4, mais vraiment l'idéal c'est H plus 4 et même elle se focalise sur ça. Et ce que je veux dire, c'est si vous faites vos recherches sur Internet, etc., vous verrez que c'est extrêmement connu par les communautés psychonautes de prendre la MDMA en moyenne 4 heures après la prise du LSD. Voilà. Du coup, moi, pour expliquer ça, c'est comme si je disais, je vais vous donner 3 exemples qui sont tous différents et bon, tant qu'on prend des exemples et des comparaisons, on peut jamais donner vraiment quelque chose d'exact. Mais l'idée, c'est par exemple l'ayahuasca, bah, c'est une prise concomitante d'inhibiteurs de la monoamine oxydase, par exemple la Syriane rue, avec quelque chose qui est composé de DMT, par exemple la Mimosa hostilis ou bien l'Acacia confusa. Et on va dire que traditionnellement, c'est pris en même temps, mais après, quand c'est plus optimisé ou fait en mode scientifique à la pharmahuasca, en général, on prend l'IMAO, l'inhibiteur de la monoamine oxydase en premier, et la DMT après, parce que sinon la DMT est détruite par le corps. Et dans cette situation, si on prenait la Syriane rue après la DMT, bah, le corps va détruire la DMT et la Syriane rue bah, servira à rien.
Je dirais c'est un petit peu comme la musculation, où par exemple quelqu'un, avant de partir à la musculation, il va prendre un pré-workout où il y aura probablement du sucre, de la caféine et des protéines, etc. pour booster son entraînement et maximiser ses gains. Bah, s'il prend son pré-workout pendant son workout, ça va servir à rien. Ça va même être probablement négatif. Ça va lui retourner un peu l'estomac alors qu'il est en train de le déranger, etc. Et même si à un moment ça va peut-être donner des effets positifs, on n'est clairement pas dans une optimisation ou une maximisation. Et un autre exemple, ça serait, imaginer, on fait une étude sur le sexe et l'orgasme, et on dit à la personne de commencer un coït au moment où il a un orgasme. Genre, ça veut dire, l'orgasme et le début du rapport sexuel sont pris en même temps, pour qu'au final, bon, en vrai, ça aurait aucun sens. Genre, vraiment, ça aurait aucun sens de l'étudier comme ça. Mais c'est juste pour montrer que même si c'est pas, on va dire, une erreur folle, ce qu'ils ont fait, j'appelle ça une erreur, mais c'est peut-être pas forcément une erreur, c'était peut-être une manière de le voir. Après, moi, je dirais que quand même, on prend la peine de passer plusieurs mois, de réunir plusieurs personnes pour faire une étude. On essaie quand même d'optimiser la chose. Après, peut-être, ça aurait été plus compliqué au niveau du placebo pour que les personnes voient si c'est un placebo ou pas, parce que c'est une substance après l'autre. Du coup, bah, s'il y a rien qui remonte après, ils vont savoir, etc. Voilà, voilà. En tout cas, c'était mon idée. Et pour les curieux, vu que j'ai parlé de Frédéric Meckel-Fischer, qui a travaillé avec Stanislas Grof, qui est un des plus grands chercheurs dans le mouvement psychédélique, eh bien, elle a fait une vidéo que j'ai repris en article. Du coup, j'ai écrit un article pour Chemical Collective, qui est un site qui, entre autres, a une partie blog où il y a énormément d'articles sur les psychédéliques, les empathogènes et on va dire une bonne partie des molécules psychotropes, en particulier celles qui peuvent avoir un intérêt thérapeutique. Et du coup, j'ai écrit cet article-là. Et pour les curieux, eh bien, je vous laisse même mon article qui vient de sortir sur Chemical Collective, sur le Candy Flip et le Nexus Flip. Voilà. Du coup, Madame Frédéric Meckel-Fischer, elle parle des trois molécules LSD, MDMA et 2CB. Oui, elle parle aussi du 2CB qui est lié au Nexus Flip. Nexus Flip, c'est MDMA plus 2CB. Il a pas mal de points communs avec le Candy Flip et un intérêt thérapeutique similaire, bien que différent. Et on parle rapidement des mélanges Candy Flip et Nexus Flip. Et dans mon article, c'est vraiment focalisé à fond sur le Candy Flip, sur le Nexus Flip. Et je fais même une ouverture vers le Ali Flip. Du coup, c'est quoi exactement le Ali Flip? Pour moi, c'est un mélange qui va permettre d'avoir le meilleur des deux mondes entre le Candy Flip et le Nexus Flip, vu que c'est un Candy Flip LSD plus MDMA qui se finit en Nexus Flip en rajoutant du 2CB à la fin. Et ça, c'est très intéressant dans le sens où le 2CB va prolonger les effets empathogènes de la MDMA et permettre d'un peu contrecarrer la descente en remontant un peu des effets antéogéniques, en tout cas psychédéliques, et remettre des effets entactogènes que le 2CB a. Le 2CB est décrit par beaucoup de personnes comme quelque chose qui serait entre l'LSD et la MDMA, mais qui ne ressemble pas du tout au mélange du LSD et de la MDMA. Voilà. Et il y a même Andrés Gomez Emilson. Du coup, je vous ai laissé son graphique dans la description. Je vais aussi vous rajouter sa vidéo que je compte rechercher un peu plus et reprendre un petit peu pour la communauté francophone, où il explique que pour optimiser un Candy Flip, il est possible d'utiliser le 2CB. Après, il parle d'un panel d'autres molécules, comme le cannabis, il parle aussi d'autres mélanges, etc. Mais d'utiliser le 2CB pour justement atteindre une sorte d'état de pic à un moment, une sorte d'état de pic, et en même temps annuler un petit peu la descente. Parce que déjà actuellement, comment s'est fait l'étude, moi j'ai vraiment pas envie de vivre ce qu'ils ont vécu, dans le sens où une descente de MDMA, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Et avoir une descente de MDMA pendant les effets intenses de quand même 100 microgrammes d'LSD, qui est une dose moyenne, limite moyenne forte,
c'est pas quelque chose que j'aimerais vivre honnêtement. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aimerais vivre honnêtement. Et pour l'avoir, on va dire, testé avec des dosages plus faibles, la fin de l'effet, on n'a que l'LSD avec la descente de l'MDMA, c'est pas forcément très agréable et je comprends qu'il y ait certains individus dans cette étude qui ont eu des effets de type dépressif. Voilà mon point de vue sur ça. Alors, ce que j'aimerais rajouter, c'est que par rapport au candy flip, je pense qu'il est plus intéressant de faire un candy flip avec certaines alternatives de la MDMA qui sont d'autres empathogènes, qui sont les APB, la famille des benzofuries, même si c'est pas des benzos, je sais pas si ce nom, je pense pas que ce nom soit scientifique, mais l'idée c'est que c'est des empathogènes un peu plus doux que la MDMA, qui ont différents dosages évidemment, et qui ont une durée plus longue. C'est-à-dire le 5-MAPB dure 6 à 7 heures, le 6-APB dure 8 à 9 heures, et ça correspond beaucoup plus à une expérience lysergique. Parce que quand on prend de la MDMA, même au bon timing, qui est H+4 dans la majorité des cas, la MDMA, déjà à H+8, ça y est, la MDMA n'est plus là. Alors qu'une expérience de LSD à 100 microgrammes, on est déjà dans une expérience qui dure 10 à 12 heures. Et vu que la MDMA va augmenter la durée de l'expérience, la fin de l'expérience peut être assez douloureuse dans le sens où, bah, vu que les effets du LSD sont encore là et que la MDMA descend, ça peut être quand même assez désagréable. Alors que, bah, comme je l'ai dit, avec du 2CB à la fin, ça peut permettre de prolonger pendant encore 3 à 4 heures l'effet empathogène et vraiment de faire une fin clean. Ou sinon, avec un empathogène plus long comme le 5-MAPB ou 6-APB, c'est possible d'avoir une durée qui va être plus les deux substances ensemble. Genre à la place d'avoir un truc qui dure 12 heures, un truc qui dure 4 heures au milieu, tu sais pas où le caler, bah t'as un truc qui dure 12 heures et puis t'as un truc qui dure 7-8 heures au milieu, comme ça. Et voilà, tu le cales au bon endroit et ça le suit à peu près partout. Et même au niveau du Haliflip, qui est le mélange de CB en pathogène lysergique, c'est intéressant d'avoir un empathogène plus long pour vraiment être dans une expérience très longue et riche. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une incitation à la consommation ou non de substances, qu'elles soient légales ou illégales. Voilà. Parce que c'est des mélanges qui peuvent être risqués, plus risqués que l'usage unique d'une seule des substances. C'est-à-dire, comme on l'a vu, il n'y a pas forcément un risque physique qui est élevé parce que ce qu'on a vu au final de la tension qui va être un peu plus élevée, du rythme cardiaque qui va être un peu plus élevé, bah vous allez voir dans le graphique qui montre aussi les courbes pour le LSD tout seul et la MDMA tout seul. Et à peu près pour les deux substances, bah, ça monte bien pendant les premières heures et puis ça commence à redescendre. Du coup, au final, si on prenait la MDMA après l'LSD, bah, l'LSD monte, il arrive là, et quand il redescend, la MDMA monte, et on va atteindre une sorte de plateau comme ça maximal, qui va être inférieur aux tensions et au rythme cardiaque maximal qu'on avait quand on a eu le pic des deux substances en même temps. Voilà, les amis, je pense avoir fait le tour de cette étude. Je pense avoir bien parlé du candy flip et de mon point de vue. Du coup, juste pour une petite note finale, le candy flip, l'idée c'est que la MDMA va monter quand on s'est stabilisé au plateau d'LSD. Au moment où on est à H+4, on est déjà bien stabilisé sur le plateau, on sait que les effets vont pas augmenter, on sait qu'on est dans quelque chose qu'on peut commencer à explorer, on n'est plus déboussolé par la montée. Et la MDMA va venir se fondre dans l'expérience qui ne va pas être une expérience très visuelle, ça n'augmente pas les visuels, on a même une sensation étrange de sobriété, mais l'idée c'est que ça va nous permettre, avec cette inhibition de la peur au niveau de l'amygdale, c'est-à-dire c'est chimique, cette inhibition de la peur et on va dire cette facilité
à communiquer, à ressentir l'empathie, à échanger, c'est possible de plonger très profondément en soi, c'est possible de plonger très profondément dans l'échange, serait-ce avec un thérapeute, avec un partenaire, un proche, ou etc., pour pouvoir libérer des traumatismes, parler d'expériences douloureuses, etc. Alors que comment ça a été fait dans l'étude, bah, au moment où tu te stabilises sur l'LSD, l'MDMA est déjà en train de descendre, du coup, c'est pas motivant, je trouve, à aller en profondeur. Alors que moi, quand j'ai vécu des candy flips, et je vous laisserai mon plus gros candy flip en vidéo à la fin, quand j'ai vécu des candy flips, eh bien, c'était quand même quelque chose d'incroyable quand l'empathogène monte, dans le sens où ça me donnait une sorte d'énergie et de confiance en moi qui me permettait d'aller au fond, mais allons aux profondeurs les plus intenses, vraiment aux profondeurs les plus intenses que l'on peut avoir, à l'intérieur de nous, et du coup partir dans des nœuds très très profonds, et peut-être avoir l'occasion de guérir des choses profondes, vu que la théorie de base, c'est plus une expérience est positive et profonde, plus les effets bénéficiaires thérapeutiques vont durer longtemps. Sur ce, les amis, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous laisse tous les liens et les articles dans la description. Et je vous laisse, voilà, ma vidéo sur le Candy Flip, ma vidéo sur le 6APB5 et MAPB, les alternatives à la MDMA, et ma playlist sur le Ali Flip qui a aussi plusieurs vidéos sur le Candy Flip et le Nexus Flip. Hasta la vista!